Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va continuer sur le cours de la thermodynamique. Et dans cette science-là, on va commencer par la partie de la capacité calorifique. Alors on commence tout d'abord par une introduction générale. Alors la capacité calorifique ou thermique, massique ou molaire, et aussi appelée chaleur massique ou chaleur spécifique. Elle est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par échange thermique pour élever d'un Kelvin la température de l'unité de masse d'un système. C'est donc une grandeur intensive qui dépend de la masse du système étudié. Alors, son unité en système international est joule par kilogramme fois Kelvin, c'est L massique. Alors ici, la capacité calorifique massique. Pourquoi massique? Parce que nous avons utilisé ici l'unité kilogramme. Par contre, nous avons une autre unité qui est joule par mol fois Kelvin qui est mol et dans ce cas-là, on parle sur une capacité calorifique molaire. Alors, d'une manière générale, on peut distinguer entre les capacités thermiques suivantes. Premièrement, il y a Cn, ici l'indice N, c'est très important là. Alors, Cn est la capacité thermique molaire, parce que nous avons ici N. Elle est exprimée soit par joule par mol fois Kelvin ou calories par mol par Kelvin. De la même, nous avons Cn, ce qu'on appelle la capacité thermique massique, parce que nous avons ici la masse, elle est exprimée par joule sur gramme fois Kelvin ou bien calories gramme fois Kelvin. Nous avons aussi Cp, Cv. Alors Cp, capacité à pression constante. Bien sûr, dans ce cas-là, nous avons capacité à pression constante, soit molaire ou bien massique. De la même, Cp, capacité à volume constant, elle est peut-être molaire ou massique. Alors, on commence maintenant à établir les différentes expressions de la capacité calorifique. Alors, on commence tout d'abord par une transformation isochore, comme nous avons vu. Alors, une transformation isochore, c'est une transformation qui se fait à volume constant. Donc, à volume constant. Alors, on sait très bien que dH est égal à d2U plus dPV, d'après la définition, puisqu'ici, on remarque, puisqu'ici on travaille avec transformation isochore, cela montre que V est égal à normalement à une valeur constante, cela montre que dV est égal à 0. Et donc, le d2W est égal à 0. Pourquoi? Parce que delta W est égal à moins P dV. D'autre part, de même, nous avons d de u est égal à delta Q plus delta W. Alors, dans ce cas-là, nous avons montré que dW est égal à 0. Et bien sûr, puisqu'on travaille à volume constant, donc d de u est égal à delta Q est égal à CV dt, d'où finalement on peut déduire l'expression de CV. Alors, CV, ce n'est rien d'autre que c'est la dérivée de u c'est dérand u sur dérand t à volume constant ou CV est appelé capacité calorifique à volume constant. Alors maintenant, on va travailler avec une transformation isobare. Donc P, la pression est égale à une valeur constante. Donc on sait très bien que D de H est égal à delta Q. Bien sûr, cette relation est valable si on travaille avec une transformation isobare, P constante. Alors P constante, bien sûr, dP est égal à 0. Alors, d'où delta H est égal à QP, la chaleur ou bien le transfert thermique à pression constante est égal à CP delta T, ce qui nous donne que CP est égal à d rond H sur d rond T à pression constante. Avec CP, c'est la capacité calorifique à pression constante. C'est une remarque très importante. C'est DH est égal. Voilà la définition d'une manière générale. Est égal à D de U plus dPV. Alors ici, nous avons dP est égal à 0. Par conséquent, donc ici, cette quantité dPV, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc normalement, c'est PdV qui est égal à 0 plus VdP. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? VdP ici et D de U est égal à delta Q plus delta W qui est égal à moins P de V. Donc on va simplifier par P de V puisque nous avons PdV moins PdV. Finalement, il nous reste cette quantité-là. Voilà. Alors maintenant, on va exprimer la relation entre CP et CV, ou bien c'est la relation de M. Mayer. Alors toujours on commence par la définition de D de H est égal à D de U plus dPV. Donc D de U, c'est quoi D de U? C'est delta Q plus, bien, delta Q plus delta V. Donc voilà, donc delta Q, donc NCP dt, et bien sûr dW c'est moins PdV, voilà, donc ça
cette quantité-là, c'est D de U. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus PDV plus V dP. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons tout d'abord moins PDV plus PDV. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? NCP dt plus VdP. Puisqu'on travaille ici à pression constante, donc cette quantité-là est égale à 0. Finalement, d de h est égal à NCP dt. Et bien sûr, donc cette quantité-là est égale à d de u plus dPV. Alors d de u, donc à volume constant, est égal à 1CV dt. Et bien sûr, donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre d de h est égal à cette quantité-là. Donc d de h est égal à 1CP dt. d de u est égal à 1CV dt plus ici PDV. Donc ça nous donne dPV. Voilà. Alors, on sait très bien, d'après la loi des gaz parfaits, que PV est égal à nRT. Donc, on va remplacer ici donc un CPTT. Voilà, un CPTT. Ici, un CVDT. Voilà, un CVDT. Et ici, plus DPV. Donc, on va remplacer PV par un RT. Et voilà le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous avons un CPTT est égal à un CVTT. Alors ici, N et R prend des valeurs constantes. Et par conséquent, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? DNRT, ça nous donne NRDDT. Donc ici, on va factoriser par N. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? CP moins CV dt est égal à NRDT. Et finalement, on peut déduire que normalement, voilà ici N, voilà dt, voilà N dt. Cela montre que CP moins CV est égal à R. Donc, R est égal à CP moins CV. Donc, la constante des gaz parfaits R est égale, on peut exprimer en fonction de CP, capacité calorifique à pression constante, et bien sûr, capacité calorifique à volume constant. Donc, R est égal à CP moins CV. Maintenant, on définit un autre coefficient, c'est le coefficient de désorme, gamma, comme suit. Alors, gamma, d'après la définition, gamma, c'est le rapport entre CP et CV. Donc, nous avons établi tout à l'heure que R est égal à CP moins CV. Donc, on va diviser par CV. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? R sur CV est égal à CP sur CV moins 1. Or, d'après la définition, CP sur CV, ça nous donne gamma, et ici, moins 1. Ce qui montre que CV, voilà, CV est égal à R sur gamma moins 1. Donc, maintenant, on va exprimer CP en fonction de gamma et R. Donc, nous avons R égale CP moins CV. Donc, de la même manière, ici, on va diviser par CP. Donc, R sur CP est égal à CP sur CP. Ça nous donne 1. Ici, moins CV sur CP. Alors, cette quantité-là est égale normalement 1 sur gamma, parce que nous avons gamma est égal à CP sur CV. Et ici, nous avons CV sur CP. Donc, est égal à 1 moins 1 sur gamma, d'où on trouve que R est égal à, normalement ici, gamma R. Voilà, c'est gamma R est égal, ou bien, voilà, donc c'est gamma R, attention ici, donc CP est égal, voilà, ici normalement c'est gamma R, attention, n'est pas gamma ici, existe ici, normalement gamma R est égal CP gamma moins 1, donc finalement on trouve que CP est égal R sur gamma fois gamma moins 1. Voilà donc l'expression de CV et CP en fonction de gamma. Alors maintenant, pour une transformation réversible adiabatique, et nous avons dit que pour une transformation adiabatique, nous n'avons pas d'échange de chaleur ou bien de transfert thermique entre le milieu extérieur et le système thermodynamique. Par conséquent, delta Q est égal à 0. Alors on sait très bien que PV est égal à nRT, donc PV sur T est égal à NR, qui prend une valeur constante, ce qui montre que P1V1 sur T1, voilà, P1V1 sur T1 est égal à une constante, est égal à P2V2 sur T2. Maintenant, on va établir, bien, on va démontrer sur la relation entre P et V, toujours pour une transformation adiabatique. Alors, le premier principe de la thermodynamique nous a dit que D de U est égal à delta W plus delta Q. Or, delta W est égal à moins PdV et D de U est égal à 1CV dt. Bien sûr, cette relation lorsque V prend une valeur constante. Et par conséquent, or, delta Q est égal à 0. Donc, on va remplacer D de U par 1CV dt. Et bien sûr, delta W moins PdV. Donc, on va
déplacer cette quantité-là ici, et ici est égal à 0. Donc 1CV dt plus V dP est égal à 0. Alors on sait très bien toujours que PV est égal à nRT, cela montre que dPV est égal à D de nRT. Donc voilà, nous avons donc ici, on va développer cette quantité-là, ça nous donne PdV plus VdP est égal à nRdt. Alors on va diviser par R, donc qu'est-ce qu'elle nous donne? Donc PdV plus VdP, le tout divisé par R, et ici nous avons divisé par R, finalement nous avons ndt. Alors, on remplace donc l'équation que nous avons établie tout à l'heure. Voilà l'équation que nous avons établie tout à l'heure. Donc, on obtient. Donc, voilà CV. Donc, ici, voilà CV. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Un dt. Et un dt, on va remplacer par cette quantité-là. Voilà. Et ici, plus PDV est égal à 0. Alors, on va multiplier l'équation par R. Donc, ici, ici, nous avons une simplification par R et ici, nous avons R. Donc, voilà, CV fois PDV plus VdP plus R, PDV est égal à 0. Donc, ici, on va factoriser par PDV. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? CV plus R plus, voilà, plus R. Et finalement, ici, nous avons CV fois VdP est égal à 0. Donc, on va diviser cette équation-là par VCP, on obtient. Donc, nous avons ici, donc voilà, donc la relation que nous avons établie, PCV plus RDV plus CVVDP est égal à 0. Donc, on va diviser par VCP. Donc, voilà, VCP. Voilà, VCP. Normalement, PVCP. Hein, attention. Donc, on va diviser par PVCP. PVCP. Donc, finalement, voilà. Donc, la relation que nous avons établie, plus VCP. Donc, je répète, ici, normalement, on va diviser par PVCP. On obtient cette quantité-là. Et par conséquent, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on va factoriser par DV. Alors, ici, nous avons CV plus R. Et puisque nous avons ici P, nous avons une simplification par P. Par P, qu'est-ce qu'il nous reste? VCPTV. De la même manière, ici, on va simplifier par V. Qu'est-ce qu'il nous reste? CVDP plus sur PCP. Alors ici, donc CV plus R, on va garder cette quantité-là, mais on va écrire CV plus R sur CP et ici DV sur V. Plus, attention ici, CV sur CP, ça nous donne 1 sur gamma, puisque nous avons considéré que gamma est égal à CP sur CV. Donc voilà, DP sur P est égal à 0. Alors toujours, on va développer cette quantité-là. Ici, nous avons CV sur CP dV sur V, plus R sur CP dV sur V, plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Alors ici, ça nous donne 1 sur gamma, voilà dV sur V. Ici, R dV sur CP dV, plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Alors voilà, ici nous avons 1 sur gamma dV sur V. Et R, comme nous avons démontré, d'après la loi de Mayer, est égal à CP moins CV sur CP dV sur V. Ici, plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Alors, nous avons ici, on va 1 sur gamma dV sur V. Ici, nous avons CP moins CV dV sur CP V. Alors, nous avons CP, CP, ça nous donne normalement 1. dV sur V, moins CV sur CP dV sur V, plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Alors, ici nous avons 1 sur gamma, voilà dV sur V, plus dV sur V, moins, ici toujours on va remplacer cette quantité-là par 1 sur gamma. Donc dV sur V, plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, donc nous avons dV, nous avons ici 1 sur, donc voilà, ici nous avons 1 sur gamma dV sur V, ici nous avons moins 1 sur gamma dV sur V. Donc on va simplifier, ici ça nous donne 0, qu'est-ce qu'il nous reste? dV sur V plus 1 sur gamma dP sur P est égal à 0. Et ici on va multiplier par gamma, qu'est-ce qu'il nous reste? Gamma dV sur V plus dP sur P est égal à 0. Alors,
pour résoudre cette équation-là, on va intégrer donc l'intégrale de gamma dv sur v plus l'intégrale de dp sur p est égale normalement l'intégrale de 0. L'intégrale de 0, ça nous donne une quantité constante. Alors voilà. Donc voilà. Donc ici, gamma ln de v plus gamma ln de v, puisque l'intégrale de dx sur x, ça nous donne ln de x plus ln de p est égale à une valeur constante. Donc je peux écrire cette quantité-là sous cette forme ln de v à la puissance gamma plus ln de p est égal à une constante. Alors nous avons ln de a plus ln de p, mathématiquement ça nous donne ln de a fois p. Donc ici nous avons ln de v gamma p est égal à une constante, d'où je peux déduire que pv gamma est égal à une valeur constante. Maintenant, on va établir la relation entre la température et le volume, toujours dans le cadre d'une transformation adiabatique. Alors, on sait très bien que PV est égal à nRT, cela montre que P est égal à nRT sur V. Alors, nous avons établi tout à l'heure, nous avons démontré que PV gamma est égal à une valeur constante. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va remplacer P par cette quantité-là. Ça nous donne nRT sur V, V gamma est égal à une constante. Donc, toujours, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre nRT et bien sûr V, on va déplacer ici. Donc, ça nous donne V gamma moins 1. Parce que ici, V à la puissance 1, ça nous donne V gamma V moins 1. Et par conséquent, nRT V gamma moins 1 est égal à une valeur constante. Donc nR, une valeur constante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Que TV gamma moins 1 est égal à une valeur constante. Donc, T1 V1 gamma moins 1 est égal à T2 V2 gamma moins 1. Toujours, ce genre de relations sont valables dans le cas où nous avons une transformation adiabatique. Alors, troisièmement, la relation entre la température et la pression. Donc, toujours, nous avons V est égal à nRT sur P. Alors ici, nous avons démontré que PV gamma, bien normalement PV à la puissance gamma est égal à une constante. Donc voilà P et on va remplacer V par cette quantité-là. Donc nous avons P à la puissance fois N à la puissance gamma, R à la puissance gamma, T à la puissance gamma, et P moins gamma est égal à une constante. Donc ici nous avons N gamma, R gamma, ici nous avons T gamma, et ici nous avons P1 moins gamma. Voilà, ici nous avons P1 moins gamma est égal à une constante. Alors, puisque N gamma, R gamma est une valeur constante, donc qu'est-ce qu'il ne reste que T gamma, P1 moins gamma est égal à une constante. Voilà. Donc, c'est-à-dire que T1 gamma fois P1 moins gamma est égal à T2 à la puissance gamma fois P2 moins gamma. Alors, les trois relations précédentes s'appellent les relations de Laplace ou de Poisson. Notez que si la capacité calorifique dépend de la température, alors attention, ces relations ne sont plus valables dans cette situation. Maintenant, on va calculer la variation de travail de W1,5. Toujours, je répète, toujours, on travaille dans une transformation adiabatique. Alors, on sait très bien que W1,2 est égal normalement l'intégrale entre l'état initial et l'état final de moins PDV. Alors, on a, d'après la définition, que D de U est égal à delta W plus delta Q, puisque nous avons on travaille avec une transformation adiabatique, delta Q est égal à 0 et par conséquent, donc D de U est égal à dW. Et dW, ça nous donne NCV dt. Donc on va remplacer D de U delta W par NCV dt. Donc W1,5 est égal. Normalement est égal, attention, voilà, donc W est égal. Donc NCV dt. Alors ce qui nous donne, bien sûr, on va supposer que CV prend une valeur constante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? NCV delta T, qui est égal à NCV fois T2 moins T1. Or, nous avons démontré que CV est égal à R sur gamma moins 1. Donc, W1,5 est égal à N. On va remplacer CV par gamma R sur gamma moins 1 fois delta T. Finalement, nous avons N sur R gamma moins 1 fois T2 moins T1. Ici, nous avons 1 sur gamma. Alors, attention, NR T2 moins T1. Bien sûr, NRT, ça nous donne PV. Et par conséquent, donc, 1 sur gamma moins 1 fois P2 V2 moins P1 fois V1. Maintenant, on va calculer la variation de l'énergie interne de delta U.
Alors, U de 1 vers 2 est égal à W 1 vers 2 plus Q 1 sur 2. Or, toujours, je répète, on travaille pour une transformation adiabatique. Cela montre que Q12 est égal à 0. Alors, on sait très bien que delta U est égal à 1, bien d de U est égal à 1 CV dt, puisque nous avons supposé que CV prend une valeur constante. Donc, delta U est égal à 1 CV fois T2 moins TA qui est W1 demi. Maintenant, on va calculer la variation de l'enthalpie delta H. Alors, delta H, d'après la définition, comme nous avons démontré tout à l'heure, est égal à la chaleur à pression constante. Et bien sûr, la quantité de la chaleur à pression constante qui est égale à 1 Cp fois T2 moins Ta. Nous avons or, gamma est égal à Cp sur Cv. Donc, Cp est égal à gamma fois Cv. Par conséquent, donc delta H est égal à Qp. Alors, Cp, on va remplacer Cp par gamma Cv. Ça nous donne ici N gamma Cv T2 moins T1. Donc, si on factor, ici nous avons gamma, cette quantité-là, 1 Cv T2 moins T1, ça nous donne delta U. Maintenant, l'enthalpie. Alors, l'expression mathématique de l'enthalpie. Donc, lors d'une transformation élémentaire, le premier principe de la thermodynamique nous donne que d de U est égal à delta W plus delta Q. Alors, d de U est égal à moins P, bien sûr, delta W est toujours moins P extérieur, dV plus delta Q. Alors, on pose que P extérieur est égal à P, ça nous donne d de U est égal à moins P dV plus delta Q. Alors, ici, on va prendre comme facteur D. Normalement, qu'est-ce qu'il nous reste? D, U plus PV qui est égal à delta Q. Alors, ce qui fait apparaître une nouvelle fonction d'état, l'enthalpie, telle que H est égal à U plus PV. H est égal à U plus PV. Alors, l'enthalpie toujours est définie par cette relation. H est égal à U plus PV. C'est une énergie exprimée en joules ou en calories, c'est aussi une fonction d'état, comme l'énergie interne. On a déjà vu que pour une transformation infinitésimale, ici T de U est égal à delta, attention ici, c'est mieux d'utiliser delta Q plus delta W, est égal à delta Q et D de, delta W, normalement moins P extérieur D de V. P extérieur, on va le noter par P, P dV. Donc, or, D de H est égal à D de U plus dPV, voilà, D de H. Donc, cela montre que, bien sûr, d de U est égal à delta W, on va remplacer d de U par cette quantité-là, voilà, et dPV, ça nous donne cette quantité-là. Finalement, d de H est égal à d de Q plus V et dP. Alors, si on travaille avec une transformation isobare, P constant, donc dP est égal à 0, par conséquent, donc d de H est égal à delta Q. Et par conséquent, quand delta H est égal à QP. Donc, delta H est égal, on va remplacer QP 1 Cp delta T, et voilà ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. Donc, d'après cette relation, on peut déduire que Cp est égal à d de H sur d de T à pression constante. Alors, nous avons plusieurs cas. Si delta H inférieur à 0, alors on dit que nous avons une transformation exothermique. Delta H supérieur à 0, on dit une transformation est endothermique. Et delta H est égal à 0, la transformation est athermique. Relation entre la variation de l'enthalpie delta H et l'énergie interne delta U. Alors, soit un système se transforme d'un état initial 1 vers un état final 2. Donc, delta H est égal à H2 moins H1. Or, nous avons démontré que H est égal à U plus PV. Donc, cela montre que delta H est égal à H2 moins H1 est égal à U2, voilà, donc est égal à U2 plus P2V moins U1 plus moins U1 moins P1V. Alors, delta H est égal à U2 moins U1, voilà, U2 moins U1 plus P2V2 moins P1V1. Donc, delta H est égal, alors U2 moins U1, ça nous donne, c'est la variation de delta U, et bien sûr, P2V2 moins P1V1, ça nous donne la variation de PV. Alors, cette relation est générale et peut donc être appliquée aux transformations réversibles comme aux transformations irréversibles. Maintenant, on travaille avec une transformation isochore volume constant. Alors, delta H est égal à delta U plus delta PV. Dans ce cas, delta W est égal à 0 et delta QU est égal à QV. Alors, si CV est égal à constant, donc delta U est égal à QV est égal à 1 CV. Delta T, 1 CV fois T2 moins T1.
Or, delta H est égal à delta U plus V, P2 moins P1. Alors, delta U, voilà delta I, et bien sûr, plus V, on va remplacer P par nRT sur V, ça nous donne nRT2 sur V, moins, pourquoi? Parce que normalement V2 bien V1, parce qu'on travaille en volume constant, moins nRT1 sur V, ça nous donne delta U plus nR, voilà, on va simplifier par V, qu'est-ce qu'il nous reste? nRT2 moins T1. Or, d'après la relation de Marière, que R est égal à Cp moins Cv. Cela nous donne que delta H, voilà, delta H est égal à delta U plus N, voilà, N, et on va remplacer R par Cp moins Cv, finalement T2 moins T1. Alors, delta H est égal à N, donc juste on va ici, donc nous avons trouvé que delta U est égal à NCV delta T, donc NCV T2 moins T1 plus NCP moins CV T2 moins T1. Alors on va factoriser par N T2 moins T1. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? CV. Et ici, il nous reste CP moins CV. Voilà, CV, CV. Finalement, delta H est égal à N T2 moins T1 fois CP. Donc delta H est égal à NCP T2 moins T1 est égal à la chaleur à pression constante. Transformation isobare, delta H est égal à delta U plus delta PV. Donc, delta W est égal à moins P, normalement, c'est delta W est égal à moins P delta V, n'est pas dV, moins P delta V. Alors, si on travaille à CP constante, donc Kp, la chaleur à pression constante est égal à 1Cp T2 moins T1. Donc, delta U, d'après la définition, c'est delta Q plus delta W. Alors, bien sûr, donc ici, delta U, ça nous donne P plus le travail. Alors voilà, QP, on va remplacer par un CP T2 moins T1. Et le travail, ça nous donne moins P V2 moins V1. Pourquoi? Parce qu'on travaille à une pression constante. Donc voilà, un CP T2 moins T1, moins P, et on va remplacer V par nRT sur P. Donc voilà, ici V2, T2, V1, T1. Donc on va simplifier par P. Finalement, delta U est égal à 1Cp T2 moins T1 moins NR T2 moins T1. Or, R est égal à Cp moins Cv. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Delta U est égal à 1Cp T2 moins T1 moins N et R, on va remplacer par Cp moins Cv T2 moins T1. Donc, c'est parenthèse. Alors, ce qui nous donne finalement que cette quantité-là, directement après un calcul très simple, ça nous donne 1Cv T2 moins T1 qui est la chaleur à volume constant. C'est ce qu'on appelle la première loi de Joule. Alors, or, delta H est égal à 1CV T2 moins T1 plus P V2 moins V1. Donc, 1CV T2 moins T1. Alors, P V2, ça nous donne nRT2 sur P, V1, nRT1 sur P. Donc, on va simplifier ici par P. Donc, voilà, 1CV T2 moins T1, voilà ici. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste? nRT2 moins T1. Or, R est égal à Cp moins C1, CV, pardon. Donc, delta H est égal à 1CV T2 moins T1 plus 1Cp moins Cv T2 moins T1. On va factoriser par 1 T2 moins T1, ça nous donne directement, ici nous avons Cv, ça nous donne 1 Cp T2 moins T1. Dernièrement, la quantité de chaleur à volume constant, QV, alors soit un système S qui passe de l'état initial A à l'état final B, bien sûr, à volume constant, appliquons le premier principe principe à cette transformation. Delta U est égal à QV plus delta W, delta AP. Alors, mais le travail delta U nul, puisque le volume reste constant, on a donc delta U est égal à QV, d'où au cours d'une transformation isochore, la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur.